La série commence avec un homme nommé Bongwan, interviewé par un journaliste de télévision. À ce moment-là, Bongwan partage son expérience en tant que chef professionnel travaillant maintenant au palais présidentiel de la Corée du Sud. Il pense que la cuisine peut toucher le cœur des gens et est un outil puissant, presque comme une arme. Pour lui, cuisiner, c'est comme faire de la politique. Bongwan rêve de cuisiner pour la personne la plus influente du pays, et il est déjà devenu le plus jeune chef du palais. Un jour, Bongwan prépare du poisson frais pour un ambassadeur d'un pays voisin. L'assistant de l'ambassadeur vient dans la cuisine pour rappeler à Bongwan que l'ambassadeur est très sensible aux arêtes de poisson et lui demande d'être particulièrement prudent. Confiant dans ses compétences, Bongwan répond fièrement que son patron renverrait n'importe quel chef qui servirait du poisson avec des arêtes. Plus tard, le repas est servi à l'ambassadeur. Lorsqu'il prend une bouchée, il ressent quelque chose d'inhabituel. Choqué, il découvre un hameçon encore coincé dans le poisson. À cause de cette erreur, Bongwan est renvoyé et devient un fugitif. Par ailleurs, Bongwan passait du temps avec une femme. Il était connu pour être un séducteur. Ce soir-là, 2 détectives se sont présentés chez Bongwan pour l'arrêter. Il s'avère que l'incident de l'hameçon a été monté par le secrétaire Han et un chef expérimenté nommé Bu Sung-min. À ce moment-là, il voulait accuser Bongwan de vol de provisions. Bongwan essaie de dire au détective qu'il est innocent, mais il ne l'écoute pas et force l'entrée. À cause de cela, Bongwan décide de s'enfuir. Peu de temps après, les détectives le poursuivent, et pendant la course, Bongwan glisse et manque de tomber, mais les détectives attrapent ses vêtements. Cependant, l'un des détectives est distrait par de la fiente d'oiseau qui tombe sur sa main, et Bongwan tombe dans une piscine, se cognant la tête et perdant connaissance. Inconscient, Bongwan fait un rêve étrange où il voit une femme en robe blanche nager vers lui. Elle s'approche et l'embrasse sur les lèvres. Le lendemain, Bongwan se réveille et remarque quelque chose d'étrange dans sa chambre. Il marche un peu et voit des choses bizarres à l'extérieur, mais n'y prête pas vraiment attention. En s'étirant, Bongwan ressent quelque chose de différent dans son corps. Il trouve rapidement un miroir et se regarde. À sa grande surprise, il est devenu une femme. Bongwan pense qu'il doit être en train de rêver et croit que son âme a été échangée lorsqu'il a embrassé la femme qu'il appelle un fantôme de l'eau. Peu de temps après, une servante royale entre, très heureuse, car il s'avère que la princesse s'est réveillée après s'être évanouie. C'est à ce moment-là que Bongwan réalise que son âme est maintenant piégée dans le corps d'une femme nommée Soyeon. En sortant de la chambre, Bongwan voit toutes les servantes royales s'incliner devant lui. Lentement, Bongwan essaie de s'éclipser, mais les servantes le remarquent et commencent à le poursuivre. En courant, Bongwan commence à sentir qu'il manque quelque chose à son corps. Au bout d'un moment, il réalise qu'il y a quelque chose de très différent dans ses parties intimes. Il pense qu'il a dû subir une opération et qu'elles ont été modifiées. Puis, une servante nommée Choi suggère qu'il serait préférable que la princesse soit examinée par un guérisseur pour s'assurer qu'elle va bien. Mais Bongwan, pensant toujours comme lui-même, dit fermement que si un guérisseur ou qui que ce soit d'autre essaie de s'approcher de lui, il fera quelque chose de faux. Bongwan croit que tout cela est un plan diabolique de son rival, Bu Sung-min. Il ne comprend tout simplement pas comment ils ont pu l'enlever et même pratiquer une opération sur lui. Il ne comprend pas non plus pourquoi tout le monde est habillé si bizarrement. Bongwan commence à chercher des moyens de retrouver son propre corps. Lorsque le médecin du palais examine la princesse, Bongwan affirme qu'il vient du futur, ce qui amène le médecin à penser que la princesse est possédée. Il en fait part à Choi. Plus tard, Bongwan demande à une autre servante, Hong-yon, l'identité de la femme dans laquelle il se trouve maintenant. Hong-yon explique que la princesse a failli se noyer dans un lac et a été sauvée par un officier nommé Kim Byung-in. Ensuite, Bongwan réalise que lui et la princesse ont probablement failli se noyer en même temps, et que la réponse à tout cela doit se trouver dans l'eau. Bongwan demande alors à être emmené au lac où il s'est noyé la veille. Lorsqu'ils étaient presque arrivés au lac, Bongwan a couru en avant et a sauté dedans, espérant y trouver des réponses. Mais à sa surprise, le lac s'était asséché et n'était plus qu'un sol boueux. Peu après, Bongwan est sorti couvert de boue et a crié avec colère aux servantes de ne pas lui avoir dit que le lac était à sec là. Choi lui a expliqué que tous les lacs avaient été vidés pour éviter un autre accident comme celui qui s'était produit auparavant. Bongwan leur a alors demandé de remplir le lac, mais elle ne pouvait pas le faire car c'était un ordre du roi. Non loin de là où se tenait la reine, le roi était assis, concentré sur la lecture d'un livre. Le roi était toujours admiré pour son apparence séduisante. À ce moment-là, le chef des eunuques a essayé d'interrompre la lecture du roi.
Mais celui-ci a répondu qu'il avait la responsabilité de l'héritier royal et qu'il avait besoin de plus de temps pour terminer sa lecture. Il s'avère que le roi lisait un guide pour la première nuit de noces, afin d'avoir des enfants plus rapidement. Pendant ce temps, un serviteur a accidentellement renversé de l'eau sur Bongwan, ce qui a fait arrêter le roi de lire. Le roi a alors ordonné au chef des eunuques d'appeler Soyeon. Quand Bongwan a entendu que le roi voulait le voir, il s'est précipité vers lui pour lui demander de remplir le lac d'eau. Cependant, le roi savait que Soyeon avait perdu la mémoire, alors il a refusé la demande de la princesse. Par curiosité, Bongwan a essayé de voir le livre que le roi lisait, mais le roi ne voulait pas qu'il le prenne. Bongwan a tout fait pour attraper le livre, et ils ont fini par se disputer. Finalement, le chef des eunuques a réussi à saisir le livre et l'a jeté dans le bassin du pavillon. Le roi s'est senti soulagé que Soyeon, qui était en fait Bongwan, n'ait pas pu lire le livre. Après cela, le roi est parti, laissant Bongwan derrière lui. Au loin, l'une des servantes observait Bongwan de près. Pendant ce temps, le médecin du palais rapportait l'état de Soyeon à la grande impératrice douairière et au conseiller Kim Jwa-gun. Le médecin a expliqué que Soyeon avait perdu la mémoire et semblait possédé. En entendant cela, le conseiller Kim s'est fâché et a ordonné au médecin de tout faire pour guérir Soyeon. À ce moment-là, la grande impératrice douairière a questionné la raison pour laquelle Soyeon s'était rendue au lac, mais elle a également suspecté qu'une personne du clan Jo, en particulier une candidate concubine nommée Wajin, aurait pu pousser la princesse. La grande impératrice douairière a ensuite ordonné que cette affaire soit discutée lors d'une réunion au palais. Ailleurs, la reine douairière Jo était heureuse d'apprendre que Soyeon avait perdu la mémoire. Le sujet a bien été abordé lors d'une réunion au palais, et les conseillers se sont divisés en deux groupes. Un groupe ne croyait pas aux rumeurs concernant Wajin, tandis que l'autre groupe, dirigé par le conseiller Kim, pensait qu'elle était responsable. Cependant, le roi est lui-même intervenu et a nié la rumeur, affirmant qu'Wajin était avec lui cette nuit-là. Sans autre preuve, les ministres ont cessé de discuter. Pendant ce temps, Wajin était occupée à écrire un poème lorsqu'elle a reçu un ordre du roi de venir au palais pour la sélection des concubines. Elle a accepté avec joie, car elle admirait le roi depuis longtemps. De son côté, Bongwan faisait tout pour retrouver son corps d'origine. Il a même essayé de plonger la tête dans l'eau en espérant que cela pourrait aider, mais Choi Yeong l'arrêtait à chaque fois. Après plusieurs échecs, Bongwan a réalisé qu'il avait besoin de plus d'informations pour survivre dans cet endroit étrange. Ensuite, il a demandé à Choi l'identité du roi, mais elle a refusé de dire quoi que ce soit, affirmant que c'était un sujet tabou. Alors, Bongwan a commencé à chanter les noms des rois de Joseon, et c'est là qu'il a découvert que le roi était Yiwon-bom, également connu sous le nom de roi Choljong. Bongwan se souvenait de ses cours d'histoire, où il avait appris que Yiwon-bom était considéré comme un roi faible qui était monté sur le trône soudainement. En raison de son manque de compétences, Yiwon-bom avait fini par devenir un roi marionnette et est mort dans la 13e année de son règne. Peu après, le roi est venu voir Soyeon, qui était en réalité Bongwan. À ce moment-là, le roi a rappelé à Soyeon que demain serait leur jour de mariage. En entendant cela, Bongwan a été choqué car il n'était pas question pour lui de se marier avec un homme. Bongwan a essayé d'expliquer au roi qu'il était en fait un homme piégé dans le corps de Soyeon, mais le roi était confus et a appelé le médecin du palais pour examiner Soyeon. Le jour suivant, celui du mariage, arriva, mais Soyeon agissait toujours de manière étrange car ce n'était pas vraiment Soyeon, mais Bongwan dans son corps. En voyant ce comportement inhabituel, Choi ne pouvait qu'avoir un soupir de résignation. Soyeon était maintenant officiellement reine, mais soudain, elle ressentit une douleur dans sa poitrine et entendit une voix disant « Tu dois m'aimer », tandis que le visage du roi apparaissait. Bongwan comprit alors que la vraie Soyeon avait des sentiments pour le roi, mais que celui-ci ne ressentait pas la même chose. Après le mariage, Bongwan commença à penser à des moyens d'éviter la première nuit avec le roi. Il tenta de le faire boire, mais cela ne marcha pas. Le roi commença à défaire ses vêtements, ce qui fit paniquer Bongwan. Lorsque le roi s'apprêtait à souffler la bougie, Bongwan essaya de l'en empêcher, mais le roi le tira dans ses bras. Cependant, ses craintes pour la première nuit étaient complètement infondées. Au lieu de faire quoi que ce soit, le roi proposa qu'il continue simplement à boire. Après un moment, le roi décida de se coucher tôt. Avant de se mettre au lit, Bongwan attacha ses vêtements avec un nœud très serré, juste au cas où le roi essaierait quelque chose pendant qu'il dormait. À ce moment-là, Bongwan avait prévu de rester éveillé toute la nuit, mais finalement, il s'endormit aussi. Pendant ce temps, le roi, dormant à côté de Bongwan,
ne réussit pas à bien dormir à cause d'un cauchemar où quelqu'un l'attaquait avec une épée. Le lendemain matin, Bongwon se réveilla, choqué de voir que le nœud serré qu'il avait fait la veille s'était défait. À ce moment-là, il devint paranoïaque, se demandant s'il l'avait dénoué dans son sommeil ou si le roi avait fait quelque chose. Ailleurs, le roi se faisait déjà habiller par ses serviteurs dans ses robes royales. Il murmura qu'il voulait commencer à voir la reine plus souvent désormais. De son côté, Bongwon, en route vers une autre destination, ne pouvait s'empêcher de se préoccuper de ce qui s'était passé la nuit précédente. Peu après, Bongwon demanda aux servantes où ils allaient. Choi lui dit qu'il devait rencontrer la grande impératrice douairière et la reine douairière Jo. En entendant le nom de la grande impératrice douairière, Bongwon retrouva son enthousiasme car elle était la seule qui pouvait ordonner de remplir à nouveau le lac, qu'il pensait être son moyen de retour vers le monde moderne. Bongwon demanda alors plus d'informations sur la grande impératrice douairière et la reine douairière Jo. Choi expliqua que la grande impératrice douairière appartenait au clan Andon Kim, le même clan que Soyoung, tandis que la reine douairière Jo venait du clan Punyang-jo. Bongwon comprit que sa belle-mère et sa grand-mère par alliance étaient rivales. En route vers le pavillon, Bongwon demanda soudain aux servantes d'arrêter le carrosse. Il avait été captivé par la beauté d'une jeune femme se tenant sous un arbre. Elle s'appelait Wajin. Bongwon s'approcha d'elle et essaya de se présenter, sans savoir qu'Wajin était son ennemi. Mais Wajin le regarda simplement avec un regard vide. Peu de temps après, le roi arriva. Bongwon se sentit agacé car le roi avait interrompu son moment de divertissement. Le roi pensa que la reine était jalouse, mais en réalité, Bongwon était furieux parce que le roi avait pris son partenaire. La servante Choi informa la reine qu'il devait partir car la grande impératrice douairière les attendait déjà. Bongwon s'éloigna, lançant un regard noir au roi et allant même jusqu'à cracher dans sa direction. Après le départ de la reine, le roi rassura Wajin en lui disant de ne pas avoir peur de la reine. Il mentionna également que, lors de la réunion d'hier, le clan Kim avait accusé Wajin d'avoir poussé la reine dans le lac. Mais le roi lui promit qu'il la protégerait toujours. Pendant ce temps, Bongwon, maintenant au pavillon, salua accidentellement la mauvaise personne en rencontrant la grande impératrice douairière. Heureusement, Choi le corrigea rapidement. Par chance, Bongwon complimenta la grande impératrice douairière sur son apparence jeune, ce qui l'empêcha de se mettre en colère. Cependant, la reine douairière Jo jeta un regard jaloux car elle avait été prise pour la grande impératrice douairière, bien plus âgée qu'elle. La reine douairière Jo commença alors à expliquer à Soyoung l'importance de l'éducation dans l'élevage d'un futur roi. Mais Bongwon, déjà familier avec le sujet, répondit qu'il comprenait et n'avait pas besoin d'autres explications. Cela rendit la reine douairière Jo déçue, pensant que tous ses efforts pour expliquer les choses à Soyoung étaient vains. Le prochain événement au programme était de rencontrer les fonctionnaires du palais. Après avoir été présenté, Bongwon réalisa que le gouvernement actuel était contrôlé par le clan Andon Kim. Avant cela, le clan Punyang-jo détenait le pouvoir, mais maintenant Kim Jwa-gun était le véritable maître du palais, et tout cela grâce à l'influence de Soyoung. Kim Jwa-gun recommanda même Kim Moon-gun, le père de Soyoung, pour devenir le commandant des gardes royaux. À ce moment-là, le roi était déchiré, car d'un côté, il devait suivre les ordres de la grande impératrice douairière, mais de l'autre, il voulait prendre ses propres décisions. Au lieu de répondre, le roi se contenta de complimenter Soyoung pour son souci à son égard, ce que Kim Jwa-gun interpréta comme un signe d'accord. Bongwon se souvint alors des mots du roi de la nuit précédente, lorsqu'il avait dit que la reine Soyoung avait réussi le test en tant que dame. Cela le fit paniquer, se demandant si quelque chose s'était réellement passé entre eux cette nuit-là. Pendant ce temps, la grande impératrice douairière demanda de nouveau à Kim Jwa-gun qui avait vraiment poussé Soyoung dans le lac. Kim Jwa-gun insista pour accuser Wajin du clan Punyang-jo de cet incident. D'un autre côté, Bongwon fit officiellement de Wajin la concubine royale. Bongwon se demanda ensuite si le roi ne faisait que parler, mais manquait de force pendant la nuit. Cependant, la réponse incertaine de Wajin ne fit qu'embrouiller davantage Bongwon. Entre-temps, il s'avéra que l'eunuque du roi était en réalité un espion. Pour garder son secret, le roi devait faire semblant d'être ignorant en sa présence, allant même jusqu'à lire des rapports à l'envers. Ce qui rassura Bongwon, c'est que la première nuit, après s'être endormi et avoir commencé à ronfler, le roi se réveilla discrètement et se faufila hors de la pièce. Habillé en noir, le roi, accompagné de ses hommes de confiance et de garde, sortit du palais pour chercher des documents de corruption dans une maison. Malheureusement, il ne trouvait rien, et le roi fut repéré par les gardes. Il dut fuir alors que les gardes le poursuivaient à cheval.
En fuyant, une mère portant un bébé traversa soudainement son chemin, et le bébé tomba au sol. En réalisant que la vie du bébé était en danger, le roi fit demi-tour et sauva l'enfant de justesse pour qu'il ne soit pas piétiné par les chevaux. Le matin suivant, le roi était de retour dans sa chambre lorsque les serviteurs arrivèrent pour l'habiller de ses habits royaux. Il fit semblant d'avoir passé la nuit avec Soyong. En voyant le comportement peu raffiné de Soyong, la grande impératrice douairière ordonna à la servante Choi de lui réapprendre les bonnes manières d'une reine. À ce moment-là, la reine Soyong accepta joyeusement de suivre les leçons d'étiquette du palais. Cependant, tout ce qu'elle faisait était à l'opposé de ce que Choi enseignait. Alors que Soyong mangeait, elle ressentit soudain une douleur dans sa poitrine, et des souvenirs de la vraie Soyong lui revinrent. Elle se rappela avoir dit au roi « Tu dois m'aimer ». Bongwan comprit alors que la vraie Soyong aimait véritablement le roi, mais celui-ci la regardait toujours d'un œil froid. Cela soulagea un peu Bongwan, se disant qu'il était peu probable que le roi couche avec quelqu'un qu'il n'aimait pas. D'un autre côté, Choi et Hong-yon, qui avaient d'abord paniqué en pensant que la reine s'étouffait, poussèrent un soupir de frustration face à son comportement étrange. Plus tard, Bongwan rencontra la grande impératrice douairière et lui demanda de remplir de nouveau le lac avec de l'eau. Cependant, elle refusa pour éviter un autre accident comme auparavant. Bongwan essaya alors de la convaincre en disant qu'il passerait une semaine avec le roi pour essayer d'avoir un héritier, mais seulement si elle acceptait de remplir le lac. La grande impératrice douairière accepta ce marché. Pendant ce temps, la reine douairière Jo appela Wajin dans ses appartements. Elle lui offrit un talisman, espérant que cela l'aiderait à avoir un héritier bientôt, bien que Wajin sembla mal à l'aise avec ce cadeau. À ce moment-là, la reine douairière Jo rappela à Wajin que le palais était plein de complots et mentionna que le roi et la reine Soyong allaient dormir ensemble pendant une semaine. Bien que Wajin vienne d'être faite concubine, elle ne pouvait pas encore partager la couche du roi. Mais la reine douairière Jo restait confiante que les sentiments du roi pour Wajin ne changeraient pas. De retour dans sa chambre, Wajin n'arrivait pas à se concentrer sur l'écriture de son poème, repensant aux paroles de la reine douairière Jo. Elle se rappela également quelque chose que la vraie Soyong lui avait dit avant. « Tu perdras quelqu'un de précieux ». Dans ses souvenirs, il y avait deux possibilités de comment la reine Soyong était tombée dans le lac. Soit Wajin l'avait poussée, soit la reine avait sauté elle-même. Pendant ce temps, le roi et la reine Soyong, désormais Bongwan, étaient dans la même pièce. Bongwan établit rapidement une règle de ne pas se toucher. Lorsque le roi sortit, Bongwan demanda à Hong-yon de lui apporter des vêtements d'homme car il voulait sortir du palais déguisé. Hong-yon lui rappela alors que si la cloche sonnait, il devait revenir avant que les portes du palais ne se ferment. Au même moment, Kim Jwa-geun accueillit son fils, Byung-in, qui venait d'arriver. Il le mit au courant de la situation dans le palais, lui disant que la reine était tombée dans le lac juste avant la cérémonie de mariage. Byung-in se montra très inquiet pour la reine. Pendant ce temps, la reine Bongwan était déjà dans un nightclub, profitant du divertissement. Dans une autre pièce du même endroit, le roi discutait sérieusement avec deux hommes. Le roi partagea ses plans pour sauver le pays des fonctionnaires corrompus. L'un des hommes suggéra d'enquêter sur le père de la reine, Kim Moon-geun, pensant que les documents de corruption pourraient être cachés dans sa maison. Ensuite, ils furent choqués lorsque la reine, complètement ivre, entra accidentellement dans la mauvaise pièce. Le roi et ses amis furent stupéfaits, croyant que la reine avait entendu leur conversation secrète. Ensuite, la cloche du palais sonna, et la reine partit précipitamment. Tout le monde paniqua, et le roi la poursuivit immédiatement, armé d'une épée. La reine courut vers la porte du palais, mais bientôt le roi apparut devant elle, le visage couvert. Il pointa son épée vers la reine, la faisant peur. Dans ce moment de tension, Soyong, ou plutôt Bongwan en elle, prétendit faire partie des forces spéciales. Le roi fut surpris, s'attendant à ce que Soyong affirme être la reine en cas de danger. Soyong continua en disant que, bien qu'elle soit juste une cuisinière des forces spéciales, elle pouvait combattre les fantômes avec un couteau de cuisine. Avec un style de combat drôle et maladroit, elle menaça le roi en retour. Ensuite, une épée volante fit tomber le masque du roi. À ce moment-là, Soyong vit le visage du roi, mais il le recouvrit rapidement. Il s'avéra que l'épée appartenait à Byung-in, qui engagea un combat avec le roi, qui continua de cacher son visage pour protéger son identité. Heureusement pour le roi, ses amis arrivèrent pour l'aider à s'échapper. Cependant, Byung-in réussit à saisir le tissu qui avait couvert le visage du roi et prévoyait de l'utiliser comme indice pour découvrir qui avait attaqué Soyong, la femme qu'il aimait. Byung-in ramena alors la reine Soyong, encore très ivre,
au palais et demanda à Hong Yon de prendre soin d'elle. Dyo-in se rappela qu'un jour avant le mariage, il avait trouvé So-young se cachant et pleurant sous la pluie. So-young lui avait dit que devenir reine était le rêve de son enfance, qui devait se réaliser le lendemain. Mais maintenant, elle était terrifiée et ne voulait plus être reine. À ce moment-là, Byo-in essaya de la réconforter et lui révéla ses sentiments pour elle. Finalement, il embrassa la future reine. Ailleurs, le roi Choljong était pensif et discuta avec le prince Yeongpyeon du comportement étrange de So-young. Elle ne semblait pas du tout méfiante après l'attaque, ce qui était étrange. Normalement, la reine aurait dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas, surtout après avoir entendu les plans du clan Punyangjo. Le roi fit alors la promesse que si So-young faisait semblant de ne rien savoir, il s'occuperait d'elle lui-même. Le lendemain matin, Bon-gwan, encore avec un mal de tête, apprit par Hong Yon qu'il était revenu au palais grâce à son cousin, Byo-in. Là, Bon-gwan se plaignit qu'il n'y avait ni ramyon ni médicaments appropriés à l'époque. Puis, il se souvint qu'en tant que reine, il pouvait commander tout ce qu'il voulait. Bon-gwan demanda à la cuisine royale de préparer du ramyon. Le chef royal fut choqué par cette demande inhabituelle de la reine, mais avec confiance, il se mit à préparer le plat. Cependant, la reine ne cessait de se plaindre que le ramyon avait un goût étrange. Et le chef, frustré après avoir essayé différents types de nouilles, murmura que si la reine n'aimait pas, elle n'avait qu'à le cuisiner elle-même. Dans sa chambre, la reine pensa également que si c'était le meilleur effort du chef, il valait mieux qu'elle le fasse elle-même. Elle se rendit donc à la cuisine royale et commença à montrer ses talents culinaires. Le chef, qui observait, pensa que la reine ne faisait que jouer, mais il était quand même curieux de voir le résultat de sa cuisine. Après le départ de la reine, le chef goûta le plat qu'elle avait préparé. 와, 이제 좀 속이 풀리네. 한 젓가락 더 해. Ensuite, la reine retourna à la cuisine royale. Cette fois, elle souhaitait cuisiner pour la reine-mère afin de gagner sa faveur. Le chef royal demanda à la reine de partir et de ne pas déranger son travail dans la cuisine. La reine se fâcha alors parce que le chef osait s'opposer à elle, mais le chef, avec assurance, affirmait qu'il était en charge dans la cuisine. Se sentant défiée, la reine proposa un concours de cuisine. Si la reine gagnait, elle deviendrait la responsable de la cuisine, mais si elle perdait, elle promettait de ne plus jamais mettre les pieds dans la cuisine royale. Le chef accepta le défi, et ils commencèrent à rivaliser, mettant en avant leur talent culinaire. Bon-gwan, qui était un chef moderne au palais présidentiel, se mesurait désormais au chef royal. Au final, Bon-gwan remporta le concours. Le chef était contrarié et ne voulait pas accepter sa défaite, mais par peur, il déchargea sa frustration sur une petite servante qui se trouvait à proximité. Toujours dans la cuisine, Hong Yon informa Bon-gwan que le roi rendait visite aux appartements de la reine. Le roi tenta de rappeler à So-young ce qui s'était passé la nuit précédente, mais il n'obtint aucune information utile. Le roi décida alors de rester la nuit. Bon-gwan, agacé, ne pouvait pas dormir. La même chose arriva au roi. Tous deux étaient remplis de suspicions l'un envers l'autre. Finalement, ils s'endormirent tous les deux, épuisés. Bon-gwan ronflait bruyamment, tandis que le roi faisait un autre cauchemar. Dans son rêve, il revit le même événement que précédemment, mais cette fois, ce n'était pas lui qui était attaqué, c'était quelqu'un d'autre. Quand le roi était enfant, il avait été témoin de cet horrible événement. Quelques instants plus tard, Bon-gwan se réveilla en entendant le roi faire un cauchemar et essaya de le réveiller. Cependant, le roi, encore à moitié endormi, prit So-young pour Hwa-jin et l'enlaça sans réfléchir. Bon-gwan, agacé, repoussa rapidement le roi, grognant et lui disant de dormir ailleurs. Le lendemain matin, Bon-gwan alla voir Hwa-jin, qui s'entraînait au tir à l'arc. Il tenta de flirter avec la concubine royale, mais comme d'habitude, Hwa-jin resta froide. Hwa-jin révéla alors qu'elle ne faisait pas confiance à So-young parce que So-young l'avait une fois accusé de l'avoir poussé dans le lac. Selon Hwa-jin, c'était en réalité So-young qui avait sauté dans le lac exprès pour la faire accuser. En entendant cela, Bon-gwan fut choqué, se demandant si le corps qu'il habitait avait vraiment tenté de mettre fin à ses jours. Pendant ce temps, dans sa chambre, le roi pratiquait la calligraphie et demanda au prince Yeongpyeon si les mots qu'il écrivait étaient un message des cieux. Le prince Yeongpyeon tendit alors au roi un médicament mystérieux. En même temps, dans la résidence du clan Andong Kim, Kim Jwagun ordonna à des gens d'espionner le prince Yeongpyeon et le directeur spécial Hong, qui étaient des amis proches du roi Choljong. À ce moment-là,
Kim Jwa-gun se méfiait de leurs actions et voulait garder un œil sur eux. Pas en reste, Byo-in ordonna également à Kim Won d'espionner les proches de So-young, mais Kim Won finit par s'intéresser à la servante, Hong-yeon, au lieu de se concentrer sur sa mission. Cette nuit-là, Bon-gwon passa du temps dans la cuisine royale, préparant un plat spécial pour la grande émérise afin de gagner sa faveur et de la convaincre de remplir le lac d'eau. Bon-gwon fit griller du poisson toute la nuit. De son côté, le roi, qui avait reçu une potion du prince Yong-pyeong, attendait dans la chambre de la reine. La potion était censée faire dire la vérité à quiconque la buvait, et le roi prévoyait de l'administrer à So-young. Il voulait savoir si So-young avait entendu son plan secret au bordel. Si c'était le cas, le roi envisageait de la tuer. Heureusement, So-young était occupé à essayer d'impressionner la grande émérise avec sa cuisine cette nuit-là. Le matin, la grande émérise, qui recevait un traitement dentaire, fut surprise de recevoir un repas de la part de la reine So-young. Elle goûta la nourriture et fut choquée de découvrir que sa belle-fille était en réalité une excellente cuisinière. Pendant ce temps, So-young, anxieuse de la réaction de la grande émérise, fut soudainement réprimandée par la reine Doueriarjo. Cependant, grâce à son travail acharné tout au long de la nuit, la grande émérise finit par donner l'ordre de remplir le lac d'eau. Mais alors que So-young regardait les eunuques et les servantes remplir le lac lentement, incertaine de quand cela serait terminé, elle décida de leur apprendre la méthode du relais. So-young passa donc toute la journée en tant que chef, supervisant le remplissage du lac. D'autre part, Byo-in, qui souhaitait découvrir qui avait attaqué So-young, commença à enquêter sur le morceau de tissu qu'il avait trouvé. Il découvrit que le tissu appartenait uniquement à des personnes à l'intérieur du palais. Cette nuit-là, le roi retourna dans la chambre de So-young, apportant du thé au jasmin. Dès que Bon-gwon sentit l'odeur du jasmin, il se rappela que le roi avait une fois tenté de le tuer. Bon-gwon regarda le roi avec suspicion, et le roi, remarquant sa réaction, était prêt avec une dague. Réfléchissant rapidement, Bon-gwon dit prudemment qu'il aimait le thé au jasmin. Pendant que Bon-gwon était distrait, le roi mit discrètement la potion de vérité dans la tasse de la reine et lui demanda de boire. Sans signe quelque chose de louche, Bon-gwon demanda au roi de boire son thé en premier. Le roi le but, puis embrassa rapidement Bon-gwon, transférant le thé dans sa bouche. Bon-gwon était choqué, en colère, et essaya de cracher le thé, mais il était déjà avalé. Le roi l'arrêta et demanda à Bon-gwon s'il pensait qu'il allait l'empoisonner. Le roi prit alors une épingle à cheveux et la plaça sur son cou comme une promesse, disant que s'il voulait vraiment empoisonner la reine, elle pouvait le poignarder en premier. Et Bon-gwon, déterminé à ne pas perdre, pensa que s'il devait mourir, il ne tomberait pas seul. Quelques instants plus tard, la potion commença à faire effet. Le roi demanda alors ce qui s'était passé la nuit précédente. Bon-gwon dit que si le roi voulait vraiment le tuer, il ne s'en souvenait que grâce à l'odeur du jasmin. Bon-gwon se mit en colère, pensant que le roi voulait tuer So-young parce qu'il la voyait comme une femme faible et parce qu'il y avait une autre femme dans sa vie, Hwa-jin. Le roi comprit enfin que la reine n'avait rien entendu de la conversation de la nuit précédente. À ce moment-là, Bon-gwon, déjà furieux, saisit la main du roi tenant l'épingle à cheveux et l'appuya sur son propre cou, défiant le roi de l'achever. Il accusa le roi de vouloir tuer la reine parce qu'il la pensait faible et l'invita à le faire tout de suite. Le roi, offensé par les paroles de Bon-gwon, quitta la pièce en colère. Plus tard, le roi confia ses pensées au prince Yong-pyeong. Bien que la reine ait pu entendre la conversation et aider le clan corrompu des Andong Kim à prendre du pouvoir, le roi réalisa qu'il était mal de s'en prendre à So-young, qui n'était qu'une femme faible. Le prince Yong-pyeong rappela alors au roi qu'il devait s'occuper de So-young bientôt, mais le cœur du roi lui disait que So-young était différente de son clan. Le lendemain, le garde de Hwa-jin fut kidnappé par des personnes mystérieuses. Ils forcèrent le garde à révéler qui avait poussé la reine So-young dans le lac. Dans une autre partie du palais, la grande émérise et Kim Jwa-gun discutaient de leur plan pour prouver que Hwa-jin était celle qui avait poussé la reine dans le lac. En même temps, Bon-gwon était toujours perplexe face au comportement du roi. Il avait toujours pensé que Chol-jong n'était qu'un roi marionnette, mais maintenant, Bon-gwon réalisait que le roi avait fait semblant d'être idiot tout ce temps. Bon-gwon savait qu'il pouvait exposer la vraie nature du roi, mais le faire le mettrait en danger. Il décida donc de rester silencieux et d'attendre que le lac soit complètement rempli d'eau. Peu après, la servante Choi entra et informa la reine que la grande émérise l'appelait. La grande émérise ordonna à la reine de choisir 3 nouvelles concubines. Bon-gwon, qui aimait toujours être entouré de femmes, accepta avec joie cette tâche, enthousiaste à l'idée de rencontrer plus de dames. Après cela, Bon-gwon provoqua à nouveau des problèmes dans la cuisine.
Le chef royal se plaignait parce que la reine continuait à utiliser des ingrédients rares. La reine alla ensuite au lac pour vérifier s'il était rempli. Elle fut très déçue de voir que seule une petite quantité d'eau avait été ajoutée. Frustrée, la reine s'énerva, pensant que tout le monde était paresseux. Elle décida finalement de les superviser elle-même. Pendant ce temps, Wajin commença à s'inquiéter pour son garde personnel, qui avait disparu sans prévenir. Son garde ne partait jamais sans dire au revoir, mais cette fois, il n'était pas revenu. Peu après, la reine douairière Jo arriva et dit à Wajin que, dans le palais, son garde était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. C'était le seul moyen pour Wajin et son garde de rester en sécurité. Plus tard, Wajin rencontra secrètement le roi et le prince Yeonpyeong. À ce moment-là, Yeonpyeong l'informa que le clan des Andong Kim créait de faux témoignages pour accuser Wajin. Le roi la réconforta, promettant de la protéger, même si cela signifiait s'agenouiller et faire semblant d'être idiot devant leurs ennemis. Wajin et Yeonpyeong étaient inquiets du plan du roi et lui demandèrent de ne pas agir imprudemment. D'autre part, le garde de Wajin avertit que si Wajin ne prenait pas d'initiative, il ne pourrait pas changer la vérité, même s'il finissait par le tuer. Pendant ce temps, la reine jouait avec un morceau de fil avec Ongyon lorsqu'il se rompit soudainement. Frustrée, la reine chercha un nouveau fil. En cherchant, elle trouva un tissu sur lequel étaient brodées les paroles « Laisse ton faux moi derrière ». Curieuse, elle demanda à Ongyon ce que cela signifiait. Ongyon expliqua qu'avant que la reine ne tombe dans le lac, elle avait l'habitude de broder souvent des lettres. À ce moment-là, Bongwan ne comprenait pas ce que cela signifiait puisqu'il ne savait pas lire, mais il était sûr que c'était une belle poésie. Bongwan commença alors à réaliser que Wajin avait tout mal compris. Soyoung ne cherchait pas à piéger Wajin, au contraire, Soyoung voulait mettre fin à sa propre vie. Peu après, le roi approcha la reine, en colère et frustré. Il accusa la reine de vouloir se venger de lui. Le roi rappela à Bongwan qu'il lui avait dit plus tôt de ne pas opprimer les faibles, mais maintenant, c'était Bongwan qui faisait exactement cela. Bongwan était confus par les paroles du roi et ne comprenait pas pourquoi le roi était en colère contre lui. Bongwan pensait être celui qui aurait dû être en colère à cause de ce qui s'était passé avant. Mais le roi l'ignora et s'éloigna. Peu après, Choi chuchota quelque chose à l'un des hommes du roi, puis se rapprocha de la reine, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui laissa la reine choquée. Pendant ce temps, Wajin, fatiguée d'être blâmée, finit par tout avouer à la grande émérise. Elle admit avoir poussé la reine dans le lac et était prête à accepter sa punition. En entendant cela, la grande émérise sourit sournoisement. Mais peu après, le roi arriva, essayant de protéger Wajin. La grande émérise dit que Wajin était coupable et méritait une punition, mais le roi l'arrêta, disant de ne pas toucher à Wajin et qu'il prendrait la responsabilité à sa place. Au milieu de ce moment tendu, la reine apparut soudain et ordonna à tout le monde de s'arrêter. Elle avança, s'agenouilla et confessa que ce n'était pas Wajin qui l'avait poussée dans le lac, mais qu'elle avait essayé de se faire du mal. En entendant cette confession choquante de Bongwan, tout le palais resta stupéfait, surtout la grande émérise et Kim. Ils demandèrent immédiatement pourquoi la reine ferait une telle chose. Bongwan, confus, ne savait pas quoi répondre, car il ne connaissait pas la véritable raison pour laquelle Soyoung voulait se faire du mal. Ensuite, Wajin s'évanouit. En voyant cela, Bongwan, encore incertain des raisons du comportement de la reine, fit aussi semblant de s'évanouir pour éviter d'être interrogé davantage par la grande émérise. Et le roi, sachant que la reine ne faisait que simuler l'évanouissement, tourna son attention vers Wajin pour l'aider à la place. Pendant ce temps, Byoin se précipita pour aider la reine. À ce moment-là, la grande émérise y vit une occasion d'utiliser Wajin pour faire tomber Soyoung. De retour dans sa chambre, Bongwan, toujours en train de faire semblant d'être inconscient, dut garder les yeux fermés longtemps, car, contre toute attente, tout le monde dans la pièce commença à pleurer. Après avoir attendu longtemps, les gens dans la pièce finirent par partir, et Bongwan finit par s'endormir. À l'extérieur, Byoin se remémora le passé, lorsque Soyoung était encore joyeuse. Soyoung lui avait dit avec enthousiasme que son rêve d'entrer au palais se réaliserait bientôt. Mais après son arrivée dans le palais, la femme qu'il aimait avait souvent l'air triste. D'autre part, la grande émérise était furieuse. Elle ne comprenait pas comment la reine qu'elle avait choisie pouvait défendre quelqu'un du clan Punyangjo et lui faire ainsi défaut. Elle était également en colère contre Choljong et, au lieu d'être reconnaissant d'être devenu roi à partir d'un homme ordinaire, il agissait contre elle et défiait son autorité. À cause de sa colère, les rides de son visage réapparurent, ruinant tous ses efforts pour rester jeune.
La grande émérisse dit ensuite à Kim Jong-un que la nuit précédant la chute de la reine dans le lac, Soyoung était venue la voir, disant qu'elle voulait démissionner en tant que reine et quitter le palais. La grande émérisse mentionna aussi avoir entendu des rumeurs sur le comportement difficile de la reine, certains l'appelant sorcière. Une reine devait être douce, mais la grande émérisse croyait que Soyoung agissait ainsi pour éviter d'être reine. Cependant, quoi qu'il arrive, Soyoung ne pouvait pas quitter son rôle de reine. Peu après, Bongwon courut vers le lac, planifiant de sauter dedans. Mais soudain, la grande émérisse apparut devant lui et dit que s'il ne pouvait pas retourner dans le monde moderne, il resterait coincé à cette époque pour toujours. À ce moment-là, le lac se dessécha à nouveau, mais il s'est avéré que c'était un cauchemar. Se sentant confiant, Bongwon se dirigea vers le lac pour de vrai. En chemin, il laissa des messages en plaisantant pour la servante Ongyon, lui disant de faire en sorte que ses descendants achètent des terres à Gangnam. S'il les gardait pendant 200 ans, sa future famille serait aussi riche que la royauté. Lorsque Bongwon atteignit le lac, il découvrit que le puits utilisé pour remplir le lac était asséché. Toutes les servantes et les eunuques supplièrent pardon car ils ne pouvaient pas remplir le lac avant le coucher du soleil comme promis. Frustré, Bongwon essaya de voir de plus près le lac, mais Ongyon et Choi l'en empêchèrent. Après quelques échanges, Bongwon abandonna et demanda à l'eunuque de vérifier la profondeur du lac. Il s'avéra plus profond qu'un bassin à carpes. Se sentant stressé, Bongwon fut convoqué par la grande émérisse. Avec Kim Jong-un, elle menaça de déposer Soyoung et de lui retirer ses droits et sa liberté. Réalisant qu'être destitué de son trône forcerait Soyoung à quitter le palais, Bongwon supplia alors, à contre-cœur, pardon. Il promit de devenir une reine plus gracieuse et meilleure. Et ainsi, les espoirs de Bongwon de remplir le lac et de retourner dans le monde moderne furent anéantis. C'est la fin de la première partie. La leçon morale de cette série est que si la vie te propulse dans un palais royal en tant que reine, il vaut mieux accepter la situation, car se battre contre des excréments d'oiseaux, des hameçons à poissons et des échanges de corps fait partie du plaisir.